Je vous vois transmettre ce savoir et les riches crient et disent « Robert, ne leur dis pas ça. » Oui, ils me disent « Ne dites pas aux gens ce que vous savez. Gardez les pauvres. » Mon père dit « Qu'est-ce que tu crois que j'ai un arbre qui fait croître de l'argent? Je ne peux pas me permettre ça. » Et mon père riche dit que c'est pour ça qu'il est pauvre. Les pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, parce que c'est une échappatoire. » C'est une échappatoire. C'est facile de dire « Je ne peux pas me le permettre. » Je suis rentré à la maison et je lui ai demandé « Pourquoi on n'apprend pas l'argent à l'école ?» Et il me regarde et me dit « Parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ça. » Beaucoup de gens obtiennent des conseils financiers de personnes extérieures, vous savez, peut-être un planificateur financier ou un agent de change ou un courtier immobilier, mais ils ne sont pas dans le vrai monde des affaires. Une des raisons pour lesquelles j'aime être un entrepreneur et agent immobilier est que je négocie toujours de l'intérieur. Je connais le marché, je fais partie du marché, je suis le marché. Mais la personne moyenne qui achète des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF et qui économise de l'argent, est un outsider. Ces personnes n'ont aucune idée de ce qui se passe entre elles et le monde réel de l'intérieur. Nous sommes à l'extérieur, faisons ce qu'ils nous disent, vous savez, vous devriez économiser de l'argent. Ok, je vais économiser de l'argent. Tu devrais acheter des actions. Ok, je vais acheter des actions. Personnellement, je n'étais pas pauvre selon les standards de la plupart des gens. Mais je venais d'une famille avec une attitude pauvre, si vous voyez ce que je veux dire, parce que la richesse des riches et la pauvreté des pauvres et de la classe moyenne commencent par une attitude fondamentale. Donc quand j'ai eu 9 ans, j'ai déménagé dans l'école où vont des enfants de riches. Et soudain, j'ai réalisé que j'étais pauvre, car vous savez, tout est relatif. Et mes camarades de classe étaient surtout des blancs, et j'étais l'un des rares asiatiques de la classe. Et ces gars-là, leur père possédait les banques, les plantations, les concessions automobiles, les entreprises de conditionnement de la viande, les ranchs. Et je me disais, comment se fait-il que mon père ne possède pas aussi ces genres de choses? Alors j'ai levé ma main, je n'avais que 9 ans, et j'ai dit à mon institutrice de 4e année, « Que dois-je apprendre sur l'argent ?» Et c'était une femme qui aurait dû prendre sa retraite 50 ans plus tôt. Elle en avait tellement marre des enfants qu'elle a dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et j'ai dit « Mais attends, où suis-je? À l'école du dimanche ?» Et elle a dit « Nous n'enseignons pas l'argent à l'école. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et elle ne pouvait pas répondre. Elle s'est énervée et m'a dit « Assieds-toi, reprends ta place. » Et puis j'ai été curieux, j'ai dit « Pourquoi ne pas apprendre l'argent ?» Elle a dit « Va demander à ton père. C'est lui mon patron. » Mon père était le chef de l'éducation, doctorant et tout ça. Je suis rentré à la maison et je lui ai demandé « Pourquoi on n'apprend pas l'argent à l'école ?» Et il me regarde et me dit « Parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ça. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. » Et j'ai trouvé ça étrange. J'ai dit « Mais est-ce qu'on va à l'école pour apprendre l'argent ?» Il a répondu « Non. Votre travail, c'est de trouver un emploi. » J'ai dit « Mais vous obtenez un travail pour gagner de l'argent ?» Il répond « Non. Tu es censé trouver un travail. » Mais le but d'un travail n'est-il pas de gagner de l'argent? Il répond « Tu as raison. » Alors pourquoi je n'apprendrai pas l'argent directement? Je pourrais sauter la partie travail. Et il s'est énervé et il a dit « Écoute, et mon père était un pauvre japonais, très grand, 1,80 m, un homme imposant et un bon gars. Et il a dit « Si tu veux apprendre l'argent, pourquoi ne pas demander au père de ton meilleur ami de t'enseigner quelque chose sur l'argent? » Mais pourquoi demander au père de Mike? Il dit « Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Et toi, papa, qu'est-ce que tu es? Je suis un employé, je suis un employé du gouvernement. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un entrepreneur doit s'y connaître en argent, sinon ce n'est plus un entrepreneur. Et il continue en disant qu'un employé n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur l'argent, parce que le gouvernement s'occupera de lui, l'entreprise s'occupera d'eux. Étant enfant, j'étais tout confus, mais j'ai suivi le conseil de mon père et je suis allé au bureau du père de Mike et j'ai frappé à sa porte pour lui dire « Je suis là, apprends-moi des choses sur l'argent. » Il m'a donné une réponse « Dégage petit. » Mais c'est là que l'histoire de père riche, père pauvre a commencé. Et finalement, à force de persévérance, mon père riche a commencé à m'apprendre l'argent à une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il dit que dès que je te paie un salaire, tu vas commencer à penser comme un employé, et c'est là le piège.
Les entrepreneurs travaillent gratuitement. J'avais 9 ans et ma tête était sur le point d'exploser. Et le père riche continue en disant, « Tu ne voudras jamais un chèque de salaire, tu comprends ça, fiston ?» Oui, j'ai compris. Et comment je vais me faire de l'argent? C'est justement ça ce que les entrepreneurs découvrent. Et sur la question comment apprendre sur l'argent, il a juste sorti un jeu de Monopoly. Alors je travaillais gratuitement. Je ramassais les mégots de cigarettes et je nettoyais des hôtels et les restaurants et faisais des tâches subalternes. Et en grandissant, j'ai commencé à faire du travail de bureau, du marketing et de la comptabilité. En gros, j'étais un apprenti. Mais je travaillais gratuitement. Et il m'enseignait l'argent, mais la façon dont il m'enseignait l'argent était en jouant au Monopoly. Un jour, je me suis énervé et j'ai dit, « Quand est-ce que tu vas m'apprendre quelque chose sur l'argent ? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ? Eh bien, on joue au Monopoly. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ? On joue au Monopoly. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ? J'ai fini par dire, je ne sais pas. Il a dit que je t'enseigne des leçons sur l'argent. Il y a beaucoup de formules pour un grand succès et beaucoup d'argent. Il y en a des milliers, mais l'une des meilleures se trouve dans le jeu du Monopoly. Il l'est encore aujourd'hui avec des maisons vertes et un hôtel rouge. J'ai dit, quoi ? Il dit, l'un des meilleurs moyens d'acquérir une grande richesse est de jouer au Monopoly dans la vie réelle, d'acquérir des maisons vertes et un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a ? C'est tout. Et il a dit, qu'est-ce que tu crois que je fais ? Alors il m'a emmené dehors et m'a montré ses maisons et ses hôtels. 10 ans plus tard, à 19 ans, j'étais à l'école à New York. Je suis revenu à Hawaï et le père riche avait acheté le plus grand terrain, en plein milieu de la plage de Waikiki. Et si vous allez à la plage de Waikiki aujourd'hui, vous verrez l'hôtel Hyatt Regency. C'était son hôtel, comme dans le jeu du Monopoly. Cette propriété n'était pas si grande à l'époque. Donc il a dû acheter toutes les petites propriétés à côté. Ça lui a pris du temps, mais il a finalement assemblé cette grande propriété. Et puis lui et Hyatt Regency ont construit cet hôtel géant qui est revendu pour 800 millions de dollars. C'est comme ça que j'ai appris. Et Père riche, Père pauvre est un livre sur la comptabilité avec 3 composants, bilan, état des flux de trésorerie, et le compte de résultat. Mais si vous avez déjà pris des cours de comptabilité, il n'y a pas de cours plus ennuyeux que la comptabilité. Donc, avoir Père riche, Père pauvre comme livre de comptabilité et être le numéro 1 des livres de finances personnelles de tous les temps, ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, il y a des milliers de clubs de cash flow dans le monde entier. Et l'idée est d'amener les gens à comprendre que vous pouvez contourner le système scolaire parce que le système scolaire ne vous enseignera jamais l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important, ou un médecin ou un avocat ou un spécialiste. Mais jamais quelque chose sur l'argent. Donc, une fois que j'ai été assez vieux, que j'ai pris ma retraite, que j'étais riche et que j'étais assez bien loti. C'était une sorte de conscience sociale, j'ai dit, je dois partager ce que je sais. C'est pourquoi il a fallu attendre 1996 pour que le jeu de société Cashflow sorte, parce que je voyais venir le crash. Et puis Père riche, Père pauvre est sorti en 97. Et ce qui est marrant, c'est que tous les éditeurs m'ont refusé. Ils disaient, vous ne savez pas de quoi vous parlez, parce que je disais que les épargnants étaient des perdants, que votre maison n'est pas un actif, que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Et donc les éditeurs sont comme mon père pauvre, des académiciens superstars, des élèves de première classe à l'école. Et donc ils ont refusé le livre. Et il a fallu prendre le chemin de l'autopublication, et beaucoup de sociétés de marketing de réseau ont pris le livre pour la simple raison qu'il peut les aider à mieux recruter, parce que c'est un livre sur l'indépendance financière. Ils sont sur la même longueur d'onde que moi. Et Oprah m'a appelé en 2000, et tout d'un coup, je suis passé chez Oprah, et je suis passé de l'obscurité à la célébrité mondiale, un succès du jour au lendemain en 2000. Et le livre a été dans les best-sellers du New York Times pendant 7 ans, jusqu'à ce que le New York Times l'enlève. Ils ont dit qu'il y était depuis trop longtemps. Mais comme vous le savez, la plupart des gens dans les maisons d'édition ou dans le journalisme sont de l'autre côté. Ils n'aiment pas tous ceux qui se font de l'argent. Et c'est la même attitude que mon père biologique. Donc, c'est à peu près ça l'histoire. Et je joue au Monopoly dans la vraie vie. Je n'ai pas besoin d'un travail,
je n'ai pas de retraite, je n'ai pas besoin de retraite, je ne veux pas que le gouvernement prenne soin de moi. Mais j'ai ressenti une responsabilité sociale d'enseigner. Et c'est ce que mon père riche a fait pour moi. Vous savez, Einstein a dit, « L'imagination est plus importante que la connaissance, mais la connaissance permet l'imagination. » Et ce qui manque à la plupart des gens, c'est la connaissance des affaires, comme la comptabilité, les dettes, les impôts. Vous devez savoir ce genre de choses qu'ils ne vous enseigneront jamais à l'école. Et quand les gens me demandent « Comment ton père riche a appris tout ça ?» alors que ton père pauvre ne l'a pas appris, la réponse est très simple. Mon père riche était le père de mon meilleur ami. Son père est mort quand il avait 13 ans. Donc le père riche avait à gérer l'entreprise familiale à 13 ans. Il a donc dû abandonner l'école, ce qui a été pour lui une bénédiction. Vous savez, parfois une bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais elle s'est avérée être une bénédiction. Et puis ses professeurs sont devenus son comptable, son avocat, son banquier, ses agents immobiliers. Donc il a ce que j'appelle de vrais professeurs, pas ces faux professeurs à l'école. Vous voyez, la plupart des enseignants à l'école, ils n'ont aucune éthique. Ils enseignent des matières qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Vous savez, j'ai eu le même problème dans mon programme de master. Je me suis disputé avec le professeur de marketing parce qu'il n'avait pas d'entreprise, puis avec un professeur de comptabilité parce qu'il ne connaissait pas la comptabilité. J'en savais plus sur la comptabilité que lui parce que j'ai travaillé dans la comptabilité des entreprises de mon père riche. Et donc je ne suis pas un comptable, mais je comprends la comptabilité. C'était la fin de mes années d'école parce que j'ai compris ce qu'était un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail et qui enseigne n'importe quoi. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il enseigne. Je suis allé dans une école militaire à New York. Et j'ai demandé au professeur d'une matière qui s'appelait résistance des matériaux. J'ai dit, est-ce que je vais utiliser ce truc un jour? Il m'a répondu non. Alors pourquoi l'enseigner? Parce que je suis payé pour l'enseigner. Et tu t'en sers un jour? Il a répondu non. Et c'est pourquoi, vous savez, dans la vie, une des choses que je suggère aux gens, c'est de trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc mes comptables, mes avocats, ils sont là tous les jours. C'est comme ça que j'apprends, parce que tous les jours je résous les problèmes de mon entreprise. Donc j'ai des comptables, des avocats, des banquiers et toutes ces personnes en numérotation rapide parce que je résous des problèmes avec cette équipe. Les gens sont-ils mieux informés sur l'argent? Absolument pas, et ils le sont de moins en moins. Je veux dire, vous savez, j'ai le Père Riche Radio Show et demain, j'interviewe cette équipe de psychiatres éducatifs qui ont écrit un livre qui explique comment nos systèmes scolaires rendent nos étudiants plus faibles. Donc à l'école, ils ont ces choses appelées les effets de déclenchement. Donc, en tant que professeur, vous ne pouvez rien dire qui puisse contrarier l'élève. Ils ne veulent rien qui pourrait ébranler leur point de vue. Donc si j'allais à l'école, je serais jeté dehors. Et pour moi, l'école ne consiste-t-elle pas à ouvrir ses yeux et son esprit à de nouvelles idées? Mais la réalité du système est différente. Donc tout le monde va être PC, politiquement correct maintenant. Et ça nous tue. Ça tue les cerveaux de nos enfants. Ils vont à reculons. Mais dans leur esprit, ils sont plus éclairés. Et c'est possible qu'ils le soient. Mais si je n'avais pas cette idée qui m'avait secoué, je n'apprendrai rien de nouveau. Je vous vois transmettre ce savoir et les riches crient et disent « Robert, ne leur dis pas ça. » Oui, ils me disent « Ne dites pas aux gens ce que vous savez. Gardez les pauvres. » Mon père dit « Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai un arbre qui fait croître de l'argent. Je ne peux pas me permettre ça. » Et mon père riche dit que c'est pour ça qu'il est pauvre. Les pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, parce que c'est une échappatoire. » C'est une échappatoire. C'est facile de dire « je ne peux pas me le permettre, je suis trop fatigué » ou « je ne peux pas aller à la salle de sport » quand tu pourrais aller à la gym. La vérité, c'est que tu es trop paresseux pour faire du sport. Et mon riche père disait « Comment je peux me le permettre? Comment je peux faire ça? Tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait faire? »
Ou pourquoi devrais-je faire ça? Il dit, une question ouvre ton esprit, une affirmation ferme ton esprit. Donc quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Vous savez, les gens disent « eh bien, l'argent n'est pas si important pour moi ». Alors si l'argent n'est pas si important pour vous, l'argent ne sera pas important pour vous. Tu sais, je ne me soucie pas de l'argent. L'argent ne se souciera pas de vous. Vous savez, le mot devient cher. Eh bien, je ne serai jamais riche ou la préférée est que les riches sont avides. Ce sont les pauvres qui sont avides. Vous savez, si vous y réfléchissez, parce que pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres et des jeux, et j'achète des biens immobiliers, je fournis des logements, des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens avides ne produisent rien. Et ils disent que ce sont les riches qui sont avides. Je leur dis attention, les fans de sport, vous pointez un doigt en avant, 3 se pointent en arrière vers vous. Et donc, comme nous le savons, il y a un gros problème d'attitude contre les riches aujourd'hui, alors même que la façon dont vous devenez riche est justement de résoudre les problèmes des autres. C'est vrai et c'est comme ça qu'on crée de la valeur.